Je voudrais analyser le livre de Diderot qui s'intitule Le rêve d'Alembert et me demander à son propos ce qu'est une conversation philosophique. Plus précisément, je voudrais me demander comment on peut associer le genre de la conversation avec sa légèreté, avec sa façon de passer d'une idée à une autre, et des spéculations philosophiques qui peuvent sembler beaucoup plus abstraites et exiger une forme d'attention et de concentration qu'on ne trouve guère dans une conversation. Nous pourrions avoir l'impression qu'on converse dans un salon et qu'on philosophe dans un bureau. Comment associer les deux? Le rêve d'Alembert est en effet un texte qui peut sembler très littéraire, qui est admirablement écrit, mais où se tiennent des propos qui semblent relever de la simple conversation. On a l'impression d'être dans un salon, d'y voir des personnages qui bavardent agréablement et qui peuvent passer rapidement d'un sujet à un autre. Et lorsque Bordeu, l'un des personnages, proteste devant cette méthode, dit qu'il n'a pas le courage de répondre à une nouvelle question parce que, dit-il, du train dont nous allons, on effleure tout et on n'approfondit rien, Julie, un autre personnage, lui répond « Qu'importe, nous ne composons pas, nous causons ». On a le droit dans ce texte de passer d'un sujet à un autre sans approfondir. Je voudrais interroger ce côté apparemment très léger du texte en posant la question « Est-ce que ce n'est pas une façon subtile de poser des problèmes philosophiques difficiles et par là même, quel est l'intérêt de cette forme littéraire? Que permet-elle de penser? Comment est-ce qu'on peut avoir dans ce texte à la fois une vraie conversation et une façon de poser des questions philosophiques complexes? Le rêve est écrit sous la forme d'un dialogue. Il est composé de 3 parties, un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. Y figurent 4 personnages différents, aucun d'eux n'étant présent à la fois dans les 3 parties du texte. Ce sont 4 personnages réels, Diderot lui-même, et 3 de ses contemporains, qui sont tous encore vivants quand le texte est écrit, d'Alembert, Julie de Lespinasse et Bordeu. Je vais commencer par présenter ces personnages en montrant des portraits d'eux pour qu'on puisse les représenter et arriver à s'imaginer cette conversation. D'abord d'Alembert, dont le nom figure dans le titre. D'Alembert est un mathématicien, un physicien, qui a écrit des travaux scientifiques extrêmement importants. Il a dirigé avec Diderot l'encyclopédie, dont il a écrit le discours préliminaire, où il a écrit de nombreux articles, et il va rester dans cette entreprise jusqu'au moment où elle va commencer à avoir beaucoup d'ennuis avec la censure et où il préférera s'en détacher en 1757. Le second personnage du rêve est Julie de Lespinasse. C'est une femme qui tient un salon, c'est une grande épistolière, et d'Alembert a été extrêmement amoureux d'elle, sans que je croie cette passion soit entièrement réciproque. Voici l'unique portrait que j'ai trouvé d'elle. On voit sur ses genoux un ouvrage de broderie et des fils qu'elle démêle, et dans le rêve d'Alembert, elle utilise à un moment une comparaison avec des fils de soie qui peuvent s'emmêler dans ses ouvrages. Le troisième personnage est Bordeu. C'est un médecin extrêmement célèbre qui a lui aussi publié plusieurs articles dans l'encyclopédie. C'est un médecin célèbre qui fait partie des médecins de l'école de Montpellier et qui s'est beaucoup inspiré des théories hippocratiques sur le rapport entre la maladie et la nature. Et enfin Diderot, qui non seulement a écrit le texte, mais qui est un de ses personnages. Diderot a écrit le rêve en 1769 et il l'a retravaillé ensuite pendant une dizaine d'années. Diderot a eu très souvent des soucis avec ses publications. En 1746, il a publié anonymement les pensées philosophiques,
et cet ouvrage a été solennellement lacéré et brûlé sur les marches du grand escalier du palais de justice à Paris. En 1749, il a écrit la lettre sur les aveugles. À la suite de cette publication, il a été enfermé plusieurs mois à Vincennes. À partir de 1751, il dirige l'encyclopédie, dont il a écrit et le prospectus et beaucoup d'articles. Et ce projet, qui a d'abord été approuvé par le gouvernement, l'encyclopédie est publiée avec approbation et privilège du roi, on le voit sur la page de titre, va commencer à avoir beaucoup de soucis en raison du contenu très critique des articles. Les choses vont se gâter assez vite. Il va y avoir des censures contre les articles et Diderot va devoir finir par organiser une publication clandestine de ce livre. Ces différents ennuis expliquent qu'une grande partie de l'œuvre de Diderot n'ait jamais été publiée, qu'elle n'ait eu qu'une diffusion confidentielle. C'est le cas pour le rêve d'Alembert, qui ne sera publié qu'après la mort de Diderot et qui sera diffusé de son vivant seulement dans la correspondance littéraire. La correspondance littéraire, c'est un périodique manuscrit. Il y a une quinzaine d'abonnés, et il faut quand même imaginer 15 exemplaires recopiés de façon manuscrite, et elle est destinée à l'aristocratie cultivée européenne, et elle est expédiée comme une correspondance privée, pouvant ainsi échapper à la censure. Si la diffusion de l'œuvre de Diderot a été complexe, c'est aussi un auteur qui a été bien compliqué à représenter, et je voudrais montrer 2 portraits de lui qui témoignent de cette difficulté. Le premier est un portrait de Van Loo, qui a été peint pour le salon de 1767. Ce portrait est au Louvre. C'est un portrait magnifique au niveau de la peinture, mais Diderot ne s'y reconnaît pas. Il se trouve beaucoup trop figé, beaucoup trop immobile. En commentant le tableau, il écrit « Mes enfants, je vous préviens, ce n'est pas moi. Je ne fus jamais tel que vous me voyez là. » Et il explique pourquoi il ne se reconnaît pas et ce que Van Loo n'a pas réussi à peindre. J'ai un masque qui trompe l'artiste. Soit qu'il y ait trop de choses fondues ensemble, soit que, les impressions de mon âme se succédant très rapidement et se peignant toutes sur mon visage, l'œil du peintre ne me retrouvant pas le même d'un instant à l'autre, sa tâche devienne beaucoup plus difficile qu'il ne le croyait. La tâche est difficile parce que Diderot a en une journée 100 physionomies diverses et que c'est compliqué à peindre, le peintre figeant ce qui est en mouvement et ce qui change. Il commente les séances de pose de ce portrait en disant que l'artiste devenait fou parce que tandis que son œil était attaché à la toile et que son pinceau s'occupait de me rendre, je passe. Et lorsqu'il retourne la tête, je ne me retrouve plus. Il ne me retrouve plus. Comment un peintre peut-il réussir à faire le portrait d'un philosophe dont les traits ne cessent de bouger, dont la physionomie ne cesse de changer? Diderot, dont le visage passe constamment d'une idée à une autre, est figé dans ce portrait. Et puis voici un second tableau, un portrait peint par Fragonard. Ce portrait de Fragonard date de 1769 et ce portrait n'a jamais représenté Diderot. Et cependant, paradoxalement, dans ce portrait qui n'est pas de lui, Diderot se reconnaît. Et il dit « C'est moi qui suis ici ». Alors pourquoi se reconnaît-il? Sans doute parce que le portrait est beaucoup moins posé, parce que la table est en désordre, et sans doute surtout parce que le personnage qui est peint s'interrompt dans sa lecture pour répondre à l'interlocuteur. Le tableau semble ainsi traduire un mouvement intellectuel, une activité de la pensée, et Diderot se reconnaît dans la peinture de cette activité. Un auteur comme Diderot s'intéresse en effet à la façon dont nous passons d'une idée à une autre, et il peut ainsi utiliser le genre de la conversation pour réfléchir
sur le fonctionnement de la pensée. Ce qui laisse penser que dans le rêve d'Alembert, Diderot peut intervenir de façon très différente. Il a plusieurs visages. Il est l'un des personnages, mais il est aussi l'auteur, dont les thèses peuvent se glisser dans une bouche ou dans une autre, et il va montrer, tout au long de la conversation, comment les idées peuvent circuler entre les personnages. Les 4 personnages que nous venons d'évoquer se caractérisent avant tout par leur fonction sociale et par leur métier. Nous avons affaire à un philosophe, à un mathématicien, à un médecin et à une femme cultivée. Ces personnages parlent en fonction de leurs connaissances et de leurs expériences. Le dialogue s'intéresse beaucoup plus au savoir des personnages qu'à leur psychologie, et il met constamment en scène des modalités de connaissance. Les différentes parties du texte vont dérouler une conversation entre les personnages. Le texte a 3 parties, comme une sorte de pièce en 3 actes. La première partie se passe le soir. On y voit 2 personnages, d'Alembert et Diderot. La seconde partie, c'est le lendemain matin. C'est la partie intitulée « Le rêve d'Alembert ». Et il y a 3 personnages, d'Alembert, Julie de Lespinasse et Bordeu. Et la troisième partie est après le déjeuner. Et y figure simplement Bordeu et Mademoiselle de Lespinasse. Le dialogue poursuit ainsi une histoire. Diderot et d'Alembert discutent un soir. D'Alembert est fatigué. Il interrompt la discussion en disant qu'il part se coucher. D'Alembert. Adieu, mon ami. Bonsoir et bonne nuit. Diderot. Vous plaisantez. Mais vous rêverez sur votre oreiller à cet entretien. Et s'il n'y prend pas de la consistance, tant pis pour vous, car vous serez forcé d'embrasser des hypothèses bien autrement ridicules. D'Alembert. Et que voulez-vous qu'il en arrive? Mais qu'est-ce que cela me fait? Qu'il en arrive ce qui pourra. Je veux dormir. Bonsoir. La seconde partie se déroule le lendemain matin, au chevet d'Alembert. Mademoiselle de Lespinasse a appelé le docteur Bordeu. Elle lui raconte que d'Alembert est rentré la veille au soir très agité, qu'il a mis très longtemps à aller se coucher, qu'il a commencé à délirer en dormant, et que très inquiète, elle est restée auprès de lui. Et elle appelle le docteur, le matin, pour l'examiner. Elle raconte au docteur ce qui s'est passé. Quand il a été couché, au lieu de reposer à son ordinaire, car il dort comme un enfant, il s'est mis à se tourner, à se retourner, à tirer ses bras, à écarter ses couvertures et à parler haut. Bordeu. Et qu'est-ce qu'il disait? De la géométrie? Mademoiselle de Lespinasse. Non. Cela avait tout l'air du délire. C'était en commençant un galimatia de cordes vibrantes et de fibres sensibles. Cela m'a paru si fou que, résolu de ne pas le quitter de la nuit et ne sachant que faire, j'ai approché une petite table du pied de son lit et me suis mise à écrire tout ce que j'ai pu attraper de sa rêvasserie. Et Mademoiselle de Lespinasse va donc alors lire ce qui est écrit sur son papier. On va donc avoir un rêve en flashback. Sur ce rêve, on va entendre les commentaires que font Julie et Bordeu des propos d'Alembert. Cette discussion est interrompue parce que d'Alembert se remet à rêver tout haut. Et donc après avoir entendu un rêve en flashback, on entend maintenant dans le texte un rêve en direct. Là aussi, c'est commenté par Julie et par Bordeu. Et d'Alembert finit par se réveiller et ils vont alors discuter tous les 3. Le docteur doit aller voir un autre malade, mais il promet de revenir. La troisième partie, d'Alembert est sorti. Le docteur revient après avoir vu son malade et il discute avec Julie. Le texte pourrait donner ainsi l'impression d'une conversation, un peu décousue par moments, avec des interruptions, des reprises, des passages de rêve, des passages jugés comme délirants. Et c'est un texte qui pourrait sembler ainsi très léger, voire un peu frivole.
En réalité, ce texte pose des questions philosophiques extrêmement difficiles. Et parmi toutes ces questions, car il y en a beaucoup, je voudrais en étudier une qui me semble particulièrement intéressante parce qu'elle est en relation directe avec la forme du texte. Diderot, en effet, pose dans ce livre la question du fonctionnement de la pensée et la question de l'identité personnelle. Comment est-ce que je pense? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une idée? Qu'est-ce que nous disons quand nous disons « Tiens, j'ai une idée » comme si nous la possédions? D'où viennent les idées? Comment se sont-elles formées en nous? Et quel rôle joue alors la conversation dans la formation des idées? Est-ce que nous pouvons avoir des idées de façon solitaire ou bien est-ce qu'une idée n'est pas toujours provoquée par des éléments extérieurs? Le modèle de la conversation se révèle ainsi très subtil parce qu'il permet de montrer le fonctionnement de la pensée. On a une sorte d'expérimentation de la façon dont nous pensons. Le dialogue permet de montrer comment nous pensons, comment nous ne pensons jamais seuls, comment des pensées peuvent s'insinuer en nous, comment nous pouvons entrer dans les pensées des autres, comment nous pouvons jouer un rôle souterrain dans les pensées des autres. Diderot a l'air de parler seulement dans la première partie du texte, mais il joue un rôle essentiel puisque tout ce qu'il a dit la veille au soir à d'Alembert s'insinue en d'Alembert pendant la nuit et le conduit à construire un rêve. Tout le rêve d'Alembert développe des pensées qui viennent de Diderot. D'Alembert intègre et développe des éléments venant de Diderot. Et quand on entend d'Alembert endormi, il semble dans son rêve discuter avec Diderot. Mademoiselle de Lespinasse cite le rêve et elle dit « Il a ajouté, en s'apostrophant lui-même, « Mon ami d'Alembert, prenez-y garde. Vous ne supposez que de la contiguïté où il y a de la continuité. » Oui, il est assez malin pour me dire cela. Et la formation de cette continuité? Elle ne l'embarrassera guère. Le mon ami d'Alembert, prenez-y garde, vient de Diderot. D'Alembert, en train de rêver, est en train de s'imaginer qu'il discute avec Diderot. Diderot apostrophe d'Alembert pendant son rêve, et d'Alembert lui répond. Julie, qui entend ce rêve, se dit que d'Alembert délire, et elle note tous ses propos comme autant de signes de sa folie pour pouvoir le montrer à Bordeaux. Mais Bordeaux, qui écoute, trouve cela très beau, très intelligent, et est capable à un moment du texte de continuer les propos d'Alembert. Bordeaux, eh bien, savez-vous que ce rêve est fort beau et que vous avez bien fait de l'écrire? Julie, rêvez-vous aussi? Bordeaux, si peu que je m'engagerais presque à vous dire la suite. Julie, je vous en défie. Bordeaux parle et Julie ajoute, j'en suis confondu. C'est cela et presque mot pour mot. Et un tout petit peu plus loin, Julie n'arrive plus à se déchiffrer. Elle a écrit pendant la nuit, dans une position pas très confortable, et Bordeaux lui dit « J'y suppléerai si vous voulez ». Et il continue les propos d'Alembert, et Julie est tellement stupéfaite qu'elle appelle le domestique qui est allé chercher Bordeaux et lui demande s'il n'a pas apporté un papier à Bordeaux, le soupçonnant d'avoir apporté à Bordeaux le texte qu'elle a pu écrire. On a donc des jeux d'écho et de compléments qui ne cessent de se faire résonner les uns les autres. Ça montre un travail constant des effets des pensées des uns sur les autres, et ce travail, il est mis en œuvre grâce à la conversation, il est l'effet de la conversation. D'Alembert, en rêvant toute la nuit à ce que Diderot lui a dit, formule en dormant des hypothèses qui lui semblaient inacceptables à l'état de veille, comme si les pensées de Diderot s'étaient insinuées en lui et continuaient malgré lui à produire leurs conséquences. Julie a pensé d'abord que le rêve était un pur délire. Elle appelle le médecin et elle se laisse progressivement
imprégné par des théories qui lui ont d'abord paru complètement absurdes. Et Bourdieu va au contraire développer ces théories et les approfondir pour réussir à convaincre Julie Lespinasse. La discussion est à plusieurs voies. Elle brouille les distinctions des personnages, elle brouille les distinctions du rêve et de la veille, du délire et de la raison. Et c'est très bien marqué quand on voit la ponctuation du texte. Au XVIIIe siècle, on peut utiliser 3 points à la suite pour marquer aussi bien des points de suspension, l'usage actuel que nous faisons de 3 points, que les tirets d'un dialogue. Et pour avoir édité ce texte, il est impossible de moderniser en triant entre points de suspension et tirets, parce qu'il y a des passages où ça relève de la stricte interprétation et où c'est parfaitement discutable. On ne peut donc pas modifier. Tous ces problèmes peuvent s'expliquer par les propriétés de la conversation. La conversation, c'est en effet une belle façon de laisser circuler des idées. C'est ce que Diderot explique dans une lettre à Sophie Voland du 20 octobre 1760. C'est une chose singulière que la conversation, surtout lorsque la compagnie est un peu nombreuse. Voyez les circuits que nous avons faits. Les rêves d'un malade en délire ne sont pas plus hétéroclites. Cependant, comme il n'y a rien de décousu, ni dans la tête d'un homme qui rêve, ni dans celle d'un fou, tout tient aussi dans la conversation. Mais il serait quelquefois bien difficile de retrouver les chaînons imperceptibles qui ont attiré tant d'idées disparates. Un homme jette un mot qu'il détache de ce qui a précédé et suivi dans sa tête. Un autre en fait autant. Et puis, attrape qui pourra. Une seule qualité physique peut conduire l'esprit qui s'en occupe à une infinité de choses diverses. Prenons une couleur. Le jaune, par exemple. L'or est jaune, la soie est jaune, le souci est jaune, la bile est jaune, la lumière est jaune, la paille est jaune. À combien d'autres fils ce jaune ne répond-il pas? La folie, le rêve, le décousu de la conversation consiste à passer d'un objet à un autre par l'entremise d'une qualité commune. Le fou ne s'aperçoit pas qu'il en change, il tient un brin de paille jaune et luisante à la main et il crie qu'il a saisi un rayon de soleil. Combien d'hommes qui ressemblent à ce fou sans s'en douter, et moi-même peut-être en ce moment. Ce fonctionnement de la conversation, ce discours qui peut faire penser à ce que Freud appellera par la suite la libre association, et dont on sait à quel point c'est important pour le fonctionnement de la pensée, est théorisé dans la première partie du rêve, où Diderot compare les fibres de nos organes, et par là même, quand on pense aux fibres du cerveau, ce qui va rendre compte du fonctionnement de la pensée, à des cordes vibrantes. C'est une image très importante. Les cordes vibrantes, ce sont les cordes des instruments de musique, qui posent d'abord des questions de physique et d'acoustique. La corde d'un instrument de musique, elle fait entendre non pas un son simple, mais un son complexe, qui est composé à la fois d'un son fondamental, plus ou moins grave, suivant la longueur de la corde et le point où elle a été pincée, et des harmoniques de ce son. Les vibrations de la corde peuvent de plus faire résonner d'autres cordes, soit sur le même instrument, soit sur des instruments voisins. Le modèle de la corde vibrante permet à Diderot de penser la question de la réflexion. Il va comparer, et cette comparaison me semble très importante, ce qui relève du raisonnement et ce qui relève de la résonance. Ce qui conduit à bien penser quand on dit « cela résonne », résonne peut s'écrire R-A-I ou R-E accent aigu, et l'équivoque du terme est très intéressante pour Diderot. Dans la première partie du texte, Diderot dit à d'Alembert « La corde vibrante, sensible,
oscille, résonne longtemps encore après qu'on l'a pincé. C'est cette oscillation, cette espèce de résonance nécessaire qui tient l'objet présent, tandis que l'entendement s'occupe de la qualité qui lui convient. Mais les cordes vibrantes ont encore une autre propriété, c'est d'en faire frémir d'autres. Et c'est ainsi qu'une première idée en rappelle une seconde, c'est de là une troisième, toutes les trois une quatrième, et ainsi de suite, sans qu'on puisse fixer la limite des idées réveillées, enchaînées, du philosophe qui médite ou qui s'écoute dans le silence et l'obscurité. Cet instrument a des sauts étonnants, et une idée réveillée va faire quelquefois frémir une harmonique qui en est à un intervalle incompréhensible. Le philosophe qui médite, c'est un philosophe qui s'écoute. S'écouter, c'est donc prêter attention à des éléments qui résonnent en nous, au sens d'une résonance, qui viennent on ne sait d'où, et qui nous font penser, et qui nous font découvrir des idées nouvelles. Celui qui résonne, R-A-I, c'est quelqu'un en qui des éléments résonnent, R-E. Notre pensée, c'est une série d'effets. Une idée en fait vibrer une autre, produit des résonances parfois lointaines, et on peut ainsi réussir à rendre compte des sauts étonnants qu'on observe dans un seul raisonnement. Diderot fait entendre dans le rêve d'Alembert les résonances de différentes cordes vibrantes. Ça veut dire que nous devons penser que nous sommes constitués par des cordes vibrantes, que nous ne les dominons pas. C'est un point très important, parce que d'Alembert, qui a trouvé très ingénieuse cette comparaison avec des cordes vibrantes, formule immédiatement une objection en disant « Vous faites de l'entendement du philosophe un être distinct de l'instrument, un espèce de musicien qui prête l'oreille aux cordes vibrantes et qui prononce sur leur consonance ou sur leur dissonance. » Et Diderot répond aussitôt « Nous ne sommes pas avec nos cordes vibrantes comme un claveciniste avec un clavecin, nous ne sommes pas un instrumentiste. L'instrument philosophe est sensible, il est en même temps le musicien et l'instrument. Comme sensible, il a la conscience momentanée du son qu'il rend. Comme animal, il en a la mémoire. Cette faculté organique, en liant les sons en lui-même, y produit et conserve la mélodie. Supposez au clavecin de la sensibilité et de la mémoire, et dites-moi s'il ne saura pas, s'il ne répétera pas de lui-même les airs que vous aurez exécutés sur ces touches. Nous sommes des instruments doués de sensibilité et de mémoire. Nous sommes donc tous des clavecins sensibles, qui, en résonnant, font résonner des cordes en eux-mêmes et chez les autres. Il y a des effets de cette résonance qui s'observent constamment dans le texte du rêve. Diderot a fait vibrer des cordes chez d'Alembert, cela fait vibrer des images chez Bordeaux, puis chez Mademoiselle de Lespinasse, puis on peut l'espérer chez le lecteur du texte. Et donc on ne peut que souhaiter que ce texte extraordinaire fasse à son tour vibrer des cordes chez les lecteurs, qui se laisseront imprégner par la réflexion, et que cette réflexion produira sur eux des effets. On peut ainsi comprendre le rôle permanent de la pluralité dans l'écriture de Diderot. Il y a une pluralité qui est constante dans ses textes. Il la met en évidence, ou bien en recourant au genre du dialogue, qu'il a beaucoup pratiqué, ou bien en parsemant ses livres de citations qui font entendre les multiples vibrations de sa pensée. Au début des pensées sur l'interprétation de la nature, Diderot écrit « Je laisserai les pensées se succéder sous ma plume, dans l'ordre même selon lequel les objets sont offerts à ma réflexion, parce qu'elles ne représenteront que mieux les mouvements et la marche de mon esprit. » Diderot ne prétend pas dominer ses pensées. Il n'est pas en train de dire qu'il construit un raisonnement, qu'il a pensé à la structure de son texte. Il dit « Je laisse les pensées se succéder sous ma plume ».
Ce sont presque les pensées qui succèdent qui guident la plume de l'écrivain, et non pas l'écrivain qui domine ses pensées et qui les organise. Alors, si la pensée se constitue ainsi par un ensemble de vibrations, si nous sommes traversés par les idées des autres, si nous renvoyons en écho les éléments de ces idées, qu'en est-il de ce que nous appelons moi? Qu'est-ce qui nous permet de constituer l'identité personnelle? Quand nous disons « je », que disons-nous? Qu'est-ce que nous appelons le moi? Quel est le rôle que nous pouvons lui donner? Dans la partie intitulée « Le rêve », cette question de l'identité personnelle va être largement posée. La question semble d'abord simple, et Julie, que la question agace un peu, répond à Bourdieu que c'est quand même pas si compliqué, et qu'elle en a un peu assez, comme on le dit souvent de la philosophie, de couper les cheveux en quatre. Pardi, il me semble qu'il ne faut pas tant verbiager pour savoir que je suis moi, que j'ai toujours été moi, que je ne serai jamais une autre. Et puis elle va se rendre compte que la question est beaucoup plus compliquée et qu'on ne verbiage sans doute pas beaucoup quand on demande qui est le moi. Bourdieu lui montre que si le fait est clair, la raison ne l'est pas, et que derrière l'apparente évidence du moi se cachent bien des difficultés. Mademoiselle de Lespinasse prend tout au long du dialogue conscience des difficultés, et elle va utiliser plusieurs comparaisons pour analyser la question du moi, et je voudrais travailler sur ces comparaisons pour montrer comment elles mettent en évidence la complexité du moi. D'abord, Mademoiselle de Lespinasse va prendre l'image d'une araignée. Une araignée qui tisse sa toile et qui est avertie par une vibration d'un fil qu'un insecte s'est posé sur la toile. Elle utilise l'image pour penser la relation du moi et du monde. L'araignée est au centre de sa toile. La toile a été constituée par l'araignée elle-même. Et la toile, qui vient directement du corps de l'araignée, est rattachée à bien des éléments du monde. Quand on ébranle un fil, immédiatement l'araignée accourt. Et je lui pose la question, est-ce que les fils que tire l'araignée ne sont pas une partie sensible de l'araignée? Bourdieu répond, les fils sont partout. Il n'y a pas un point à la surface de votre corps auquel ils n'aboutissent. Et l'araignée est nichée dans une partie de votre tête que je vous ai nommée les méninges, à laquelle on ne saurait presque toucher sans frapper de torpeur toute la machine. L'araignée représente donc un centre nerveux, les méninges, où aboutissent les fils de la toile. La toile émane de l'araignée, fait partie d'elle, tout en étant en stricte continuité avec le monde extérieur et en recueillant les informations qui en proviennent. Le moi est donc moins une conscience qui renvoie à une intériorité que l'effet de certains rapports de subordination. Il s'agit moins d'avoir une conscience de soi que d'avoir une conscience du soi. Et ça devient alors difficile de comprendre comment nous pouvons nous penser en tant qu'individus si nous sommes constitués de cordes vibrantes, de fils qui nous mettent en relation avec le monde entier. La question est posée explicitement par d'Alembert une fois qu'il est réveillé et qu'il participe à la conversation. À travers toutes les vicissitudes que je subis dans le cours de ma durée, n'ayant peut-être pas à présent une des molécules que j'apportais en naissant, comment suis-je resté moi pour les autres et pour moi? Et Bourdieu répond que c'était par la mémoire qu'il était lui pour les autres et pour lui, et j'ajouterais par la lenteur des vicissitudes. Si vous eussiez passé en un clin d'œil de la jeunesse à la décrépitude, vous auriez été jeté dans ce monde comme au premier moment de votre naissance. Vous n'auriez plus été vous, ni pour les autres, ni pour vous.
Tous les rapports auraient été anéantis. Toute l'histoire de votre vie pour moi, toute l'histoire de la mienne pour vous, brouillée. Comment auriez-vous pu savoir que cet homme courbé sur un bâton, dont les yeux s'étaient éteints, qui se traînait avec peine, plus différent encore de lui-même au-dedans qu'à l'extérieur, était le même qui, la veille, marchait si légèrement, remuait des fardeaux assez lourds, pouvait se livrer aux méditations les plus profondes. Vous ne vous fussiez pas reconnu vous-même, vous n'eussiez reconnu personne, personne ne vous eût reconnu. Cette conception de l'identité personnelle me semble très intéressante. L'identité n'est plus pensée par rapport à un principe absolu, qu'on peut appeler conscience, qu'on peut appeler âme, qu'on peut appeler esprit. Les philosophes n'ont pas manqué de noms pour le qualifier, mais dans des jeux de relations. Le problème, c'est comment suis-je moi pour moi? Non pas comment suis-je moi en soi, mais comment suis-je moi pour moi et comment suis-je moi pour les autres. Cette conception va être développée par Julie à travers une nouvelle image, qui est l'image d'un couvent. Et Julie dit que l'esprit monastique se conserve parce que le monastère se refait peu à peu. Lorsque dans un monastère entre un moine nouveau, il y en a une centaine de vieux moines qui sont là et qui vont progressivement le plier au mode de vie du couvent et qui vont le conduire à penser et à sentir comme eux. Exactement de la même façon, le moi se conserve parce qu'il change très lentement et très progressivement. Parce qu'il se refait peu à peu. Parce que lorsque nous avons une idée nouvelle ou un goût nouveau, il y a plein d'idées anciennes qui sont là pour s'habituer à cette idée nouvelle ou pour s'habituer à ce goût nouveau. Pensons à des expériences courantes. Il y a bien des cas où nous avons du mal à reconnaître quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis très longtemps. Il y a des cas où nous disons à quelqu'un « Mais qu'est-ce que tu as changé ?» Quel enfant n'est pas agacé par la phrase dite à un repas de famille par des oncles ou des tantes qu'il n'a pas vu depuis un certain temps. « Mais qu'est-ce que tu as grandi, mon petit chéri ?» Et il est bien clair que cet enfant, qu'un oncle ou une tante voit grandir, ses parents ne le voient pas grandir. Et on peut penser aussi à des cas beaucoup plus intéressants où nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes. On peut bien retrouver un souvenir, se rappeler que nous avons eu un comportement ou un goût, et nous pouvons seulement nous dire que nous avons beaucoup changé, parce que nous avons beaucoup de mal à imaginer comment nous avons pu trouver délicieux un bonbon qu'on trouverait aujourd'hui mais totalement écœurant, ou comment nous avons pu trouver immangeable un aliment que nous trouvons actuellement tout à fait délicieux. L'identité personnelle cesse donc d'être une essence ou un principe pour devenir une simple dénomination, qui n'a de sens que par rapport aux observateurs. Que l'observateur soit la personne elle-même ou des personnes de son entourage. Nul individu n'est de façon absolue le même. Il est le même pour les autres et pour lui. Et donc l'individu ne relève pas d'une transcendance qui permettrait de fonder une immutabilité grâce à un principe absolu. L'individu est constitué par des formes d'assimilation lente, qui, à l'échelle humaine, sont pensées comme des identités. On peut penser à une comparaison qui a souvent été faite en philosophie avec le vaisseau de Thésée. Le vaisseau de Thésée, c'était le vaisseau que les Grecs utilisaient, que Thésée a d'abord utilisé, que les Grecs utilisaient ensuite pour faire un pèlerinage chaque année à Délos. C'était un vaisseau en bois, et il est bien clair qu'au fil des années, il n'avait plus une pièce commune avec le vaisseau original. Tous les morceaux de bois avaient été changés les uns après les autres. Et cependant, on l'appelle toujours le vaisseau de Thésée. De même que je continue à penser que je traverse la Seine quand je me promène dans Paris et que je la retraverse 3 heures plus tard, alors qu'il n'y a plus une goutte d'eau qui soit commune entre la Seine telle que j'ai traversée au début et la Seine que je retraverse maintenant. Cette analyse du lien profond entre l'identité personnelle et la mémoire
me semble très importante et je crois qu'elle a des résonances particulièrement fortes aujourd'hui et qu'elle peut servir à éclairer des aspects de la maladie d'Alzheimer et de toutes les maladies neurodégénératives du tissu cérébral. Michel Malherbe, un philosophe contemporain, a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance ». Ce livre est à la fois une analyse philosophique et un récit de la maladie de sa femme, Annie, qui est morte de la maladie d'Alzheimer, qui a été soignée d'abord à la maison, et puis à un moment ça n'a plus été possible, et elle a fini sa vie en EHPAD. Et l'écriture du livre alterne des analyses philosophiques très subtiles et des récits de visites à l'EHPAD et de conversations avec des malades. Ce qui m'intéresse, c'est le mot reconnaissance dans le titre. La question qu'on lui pose souvent lorsque sa femme est en EHPAD est « Est-ce qu'elle vous reconnaît ?» Et Michel Malherbe montre que ce n'est pas une question très juste. Il répond qu'il est certainement familier à sa femme, mais qu'il doute beaucoup qu'elle sache encore le lien qui les unit. Et il pose ensuite la vraie question, non pas est-ce qu'elle me reconnaît, mais est-ce que moi je la reconnais? Est-ce que je la reconnais telle qu'elle est altérée aujourd'hui? Comprendre cette question suppose de comprendre la différence qu'il y a entre l'identification et la reconnaissance. L'identification porte sur les apparences. Je peux ne pas reconnaître un instant quelqu'un qui a changé de coiffure, qui a changé de vêtements, qui a changé de lunettes. Et puis, je vais réussir, en fait, très vite à l'identifier, à le réidentifier. Il n'a aucun mal à identifier sa femme quand il arrive à l'EHPAD. Elle est comme d'habitude près de la fenêtre. Elle a toujours la même apparence. En revanche, il se demande s'il la reconnaît, précisément parce que la maladie l'a rendu complètement impossible à reconnaître. Il n'y a pas de reconnaissance parce qu'il ne reste que les apparences. Et il ajoute, les patients Alzheimer ne sont ni des fous ni des monstres. Ils sont de travers. Ils sont pathologiquement autres, d'une pathologie qui modifie leurs pensées, leur comportement, leur conduite. On ne s'y reconnaît plus. Il y a une sorte de mésaise qui ne se dissipe pas. Comprendre cela, c'est donc comprendre le rôle essentiel que joue la mémoire dans la reconnaissance de quelqu'un, et pour les autres et pour lui. Je suis le même pour les autres et pour moi, en raison de la mémoire et de la lenteur des vicissitudes, ce qui me permet et de me reconnaître et d'être reconnu. On voit donc bien maintenant que le rêve d'Alembert, un texte qui pouvait sembler léger, ne l'est guère, que la conversation permet de poser des questions fondamentales. J'ai voulu étudier ici une de ces questions en montrant comment la conversation permet d'interroger le fonctionnement de la pensée. On peut ainsi comprendre le mode de diffusion du texte. Non seulement le texte n'a jamais été publié du vivant de Diderot, seulement un manuscrit, mais même dans la diffusion manuscrite, il a changé le nom des personnages. Il était absolument impossible, même dans un manuscrit, d'y faire figurer Diderot, d'Alembert, Bordeu et Jules d'Espinasse, c'est-à-dire des contemporains qui étaient encore vivants et qui auraient été totalement scandalisés par le texte, et donc Diderot les a remplacés dans le manuscrit par Dumarsais, Boindin, Lamétrie et Mademoiselle Boucher, tous personnages du XVIIIe siècle, mais qui tous étaient morts au moment où le texte est écrit. Même sous une forme manuscrite, la version originale était impubliable à l'époque de Diderot. Et on peut alors, à partir de ce texte, réfléchir sur le fonctionnement de la pensée. Les images, les analogies, les associations d'idées, les métaphores peuvent sembler ne pas être fondées rationnellement. Elles peuvent séduire, elles peuvent conduire à une spéculation insensée, elles peuvent conduire à des propos incohérents. Mais elles offrent aussi le seul moyen de réussir à formuler des pensées nouvelles.
Et elle donne ainsi des éléments très stimulants aux lecteurs de Diderot. Pas simplement aux interlocuteurs du dialogue, mais aux lecteurs aussi, qui ont intérêt à se laisser porter par les éléments du texte et à jouer à cette attrape qui pourra qui caractérise la conversation, qui caractérise aussi un dialogue philosophique, c'est-à-dire un moment où des idées circulent, où on doit pouvoir réussir à en attraper une et à la suivre. Attrape qui pourra, on attrape une idée, on la suit et on voit où elle nous mène. Nous ne prétendons pas dominer le processus, nous nous laissons guider par une idée et nous voyons où nous arrivons. Ce qui veut dire que lorsque nous disons « oui, ça y est, j'ai une idée », nous devrions plutôt dire « j'en ai attrapé une ». Je ne sais pas très bien d'où elle vient et je sais encore moins quels effets elle va avoir. Je la laisse me guider et je vois où elle me mène.